On va enchaîner sur la prochaine plénière forcément qui aura été décalée. Je m'en excuse par avance auprès de Virginie Salmen qui va animer la prochaine plénière consacrée donc à l'impact. Agir en synergie pour un meilleur impact. Alors, je vais demander à Virginie Salmen si d'aventure elle est dans la salle, elle est là. Virginie, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes à la tête d'une association qui s'appelle Viens voir mon taf. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une super asso qui permet à des jeunes sans réseau de trouver un stage de troisième. Et on sait tous que dès le plus jeune âge, c'est là que ça commence. L'inspiration, elle commence là. Donc bravo Virginie pour ce que vous faites. Et bon courage pour cette plénière. Une petite demi-heure. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup Aïda. Merci. Alors, je vais demander dans la cohue, c'est pas facile de passer après Joy Star et Saïd Amouche, hein, c'est un peu difficile. Hein. Alors, autour de la table de cette plénière, je demande aux gens de monter, aux intervenants de monter petit à petit. Donc d'abord, Erika Cogne, directrice générale de l'association Télémac. Caroline Costa-Savelli, directrice de l'insertion du groupe IGS. Gwenola Martin, DRH de l'établissement public et du groupe Caisse des dépôts. Arnaud Naudan, président du directoire du cabinet d'audit, de conseil et d'expertise comptable BDO France. Christophe Roth, président de l'AGFIP. Et John Lipfeld, directeur marketing d'Eventmaker. Bonjour. Est-ce que vous avez toutes et tous un micro? Non. Non, il en manque. Hein. Là, il y en a ici. Il en reste ici. Voilà. Normalement, il y en a un pour tout le monde. Merci beaucoup de participer à cette plénière numéro 9. Alors, juste pour introduire la plénière, cette deuxième édition du Sommet de l'inclusion économique est placée, vous le savez, sous le signe de l'action. Alors, tout au long de cette journée, on essaie de faire émerger des mesures et des bonnes pratiques, donc du concret. L'idée, c'est celle que martèle Saïd Amouche, le fondateur de Mosaïque RH que vous venez de voir avec Joy Star, ouvrir le recrutement et le management à la diversité sociale, territoriale, culturelle, parce qu'une économie qui n'inclut pas, c'est une société qui exclut une partie de sa population. Nous avons toutes et toutes en tête ce chiffre, cette statistique terrible à laquelle on doit remédier. Dans les quartiers populaires, en banlieue, le taux de chômage est 3 fois plus élevé qu'ailleurs en France, 2,7 fois pour être très exact. Alors, ce qui nous intéresse dans cette plénière, c'est de voir précisément comment on peut mettre en place des synergies entre entreprises, associations, structures publiques pour faire avancer ce sujet. Alors, je vais redonner vos noms et vos titres pour que tout le monde vous identifie bien. De gauche à droite, Arnaud Naudan, président du directoire du cabinet d'audit, de conseil et d'expertise comptable BDO France. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Gwenola Martin, DRH de l'établissement public et du groupe Caisse des dépôts. Bonjour à vous aussi. Erika Cogne, directrice générale de l'association Télémac. Bonjour. Caroline Costa-Savelli, directrice de l'insertion du groupe IGS, qui permet à tous les publics d'avoir accès à des formations. Bonjour. Christophe Roth, président de l'AGFIP, association qui œuvre à ouvrir l'emploi aux personnes handicapées. Bonjour. Et John Lipfeld, directeur marketing d'Eventmaker. Bienvenue à tous. Peut-être qu'on va commencer avec vous, Caroline Costa-Savelli, parce que l'une des solutions pour justement dans ces synergies dont on parle, pour vous, une solution qui est bien connue du public, mais que vous expérimentez au quotidien et qui fait ses preuves, c'est l'alternance. Oui, tout à fait. Je crois que ce qui me paraît fondamental, c'est pouvoir proposer de la diversité dans nos systèmes pédagogiques. On sait tous qu'on a tous un faisceau d'intelligences différentes. Bien sûr, c'est la capacité à écrire, à mémoriser, etc. Mais c'est toutes les autres formes d'intelligence aussi qui sont importantes. C'est la capacité à se connaître, à interagir avec les autres, la capacité, enfin l'intelligence situationnelle, etc. C'est toutes ces formes d'intelligence. Et l'important dans les CFA, dans les centres de formation en apprentissage, qu'on a au sein du groupe IGS que j'ai dirigé pendant 18 ans, c'est justement de pouvoir proposer un système éducatif qui permet à chacun de travailler à son rythme, à sa manière, et puis d'être reconnu et valorisé et encouragé dans ces différentes formes d'intelligence. Ça, c'est la première chose qui paraît vraiment fondamentale dans l'apprentissage. La deuxième chose, qui est une évidence, mais c'est bien sûr l'entreprise, le rôle de l'entreprise. C'est qu'un jeune qui arrive en entreprise, il arrive en entreprise, il est accueilli, on lui confie une mission, il est acteur, il est actif, et il se sent valorisé. Et ça fait aussi toute la différence.
Et puis la troisième chose qui nous paraît aussi fondamentale, un système d'alternance, c'est comment on accompagne aussi les jeunes dans toutes leurs problématiques dans leur vie personnelle. C'est-à-dire qu'un jeune qui a des problématiques de logement, des problématiques financières ou des problématiques d'addiction, il ne pourra pas être à l'heure à l'entreprise, donc il va décrocher, il ne pourra pas suivre un cours. Donc c'est comment on prend en charge au niveau des CFA et avec les entreprises, bien sûr, comment on prend en charge ces différentes problématiques et comment on bâtit des partenariats pour pouvoir les accompagner au mieux. Donc on a par exemple un partenariat avec les CJC, les centres jeunes consommateurs, qui permet d'accompagner les jeunes sur les problématiques d'addiction. Ça, c'est une véritable problématique. On a des partenariats avec, on a une mission handicap, mission NDGS, avec des psychologues qui nous permet d'accompagner les jeunes sur des problématiques plus lourdes, etc. Donc c'est tout ça qui va faire la différence. Peut-être si je peux me permettre, alors je sais que le temps est un peu court, mais juste parler d'un témoignage d'une maman, Isabelle, qui nous a confié il y a quelques années son fils Guillaume. Et l'intégralité de ce témoignage, je l'ai publié aujourd'hui sur mon LinkedIn. Je vous invite à en prendre connaissance, qui est vraiment émouvant. Et cette maman nous explique que son garçon est arrivé chez nous avec des problématiques de dyslexie, dyspraxie, dysorthophonie, enfin vraiment quelque chose de très très lourd, qui avait été complètement rejeté et en grand échec dans tous les systèmes classiques. Il arrive chez nous. Nous, on a une équipe qui est excessivement formée. Tous nos formateurs sont sensibilisés et formés aux tous les troubles d'apprentissage, etc., entre autres. Et en tout cas, ils sont sensibilisés à ça. Ce jeune homme, 2 ans après, il décroche son bac alors avec 10,02. Après, il décroche, bien sûr, il est inséré professionnellement aujourd'hui. Il a pu décrocher un bac +2. Et cette maman nous dit, voilà, ce qui a fait la différence, c'est que Guillaume s'est senti compris, encouragé, soutenu par des formateurs qui avaient compris sa problématique et qui avaient un regard bienveillant sur lui. Et aussi, elle parle de ce rite d'alternance. Donc, il était une semaine en CFA, une semaine en entreprise, qui lui a donné une respiration nécessaire pour retrouver la confiance et l'estime de soi. Ça veut dire que pour vous, voilà, la formation et l'alternance en particulier, c'est une façon vraiment de s'acclimater à ces différences et d'insérer les jeunes? C'est une façon de proposer un système qui permet à des jeunes parfois très éloignés et qui ne se retrouvent pas forcément dans le système classique d'éducation, qui permet, parce que vous savez, on a une partie effectivement en CFA en entreprise, et puis l'intégralité de la formation est financée par l'entreprise, et en plus on touche de l'argent, donc ça permet déjà à des jeunes qui n'ont pas la possibilité de payer des études de suivre des formations, ça permet à des jeunes qui ont besoin de gagner de l'argent pour vivre, de suivre une formation, et puis ça permet effectivement d'offrir un modèle pédagogique alternatif qui permet à des jeunes qui sont en décrochage dans le système classique de pouvoir effectivement se retrouver et retrouver de la confiance en soi. Merci. Vous n'hésitez pas, bien sûr, si vous voulez rebondir les uns sur les propos des autres, à me faire signe si vous avez quelque chose à ajouter. Je voudrais avancer sur l'idée d'Arnaud Naudan. Pour vous, dans la gouvernance des entreprises, quoi qu'il arrive, il va falloir inclure très bientôt, enfin désormais, toutes les parties prenantes. Donc ces synergies, alors on ne parle pas forcément directement des jeunes, mais en tout cas des associations, par exemple, elles vont avoir leur voix au chapitre. Oui, en effet, je pense qu'agir en synergie pour un meilleur impact, je pense que c'est fondamental et ça va effectivement s'imposer aux entreprises. Je pense qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle ère où notamment les pouvoirs publics sont en train de poser les piliers d'une nouvelle forme de capitalisme qui va renforcer le pouvoir des parties prenantes des entreprises. Je pense notamment à la directive sur le reporting de durabilité des entreprises qui va imposer des exigences de transparence sur la performance financière, mais également sur la performance extra-financière. Qui s'appelle la CSRD, c'est ça ? La CSRD, en effet, et qui va obliger les entreprises à intégrer leurs parties prenantes dans les décisions de l'entreprise, et donc aller d'un capitalisme d'actionnaires vers un capitalisme de parties prenantes. Et effectivement, je pense que la manière de maximiser l'impact et vraiment de capitaliser sur ces synergies, c'est d'associer ces parties prenantes dans la gouvernance des entreprises. Alors il y a différentes manières de le faire. Certaines entreprises ont mis en place des comités parties prenantes qui permettent d'associer l'ensemble de son écosystème dans la gouvernance de l'entreprise. Alors nous, on l'a fait d'une autre manière. Je pense on est devenu le premier cabinet d'audit et de conseil à adopter la qualité d'entreprise à mission il y a 1 an. Donc on s'est doté d'un organe de gouvernance spécifique, statutaire, donc il y a un réel pouvoir et qui est composé de nos parties prenantes, donc des associations, un fonds à impact, un professeur, les pouvoirs publics, et qui aujourd'hui nous challenge sur notre performance extra-financière. Et c'est un véritable enjeu pour nous, parce que donc on est un cabinet d'audit et de conseil. On souhaite ouvrir le cabinet, on pense que c'est une nécessité d'ouvrir l'entreprise à des profils qui n'y avaient pas forcément accès jusqu'ici.
Or, nous, on peut faire de l'inclusion, et j'évoquerai les mesures concrètes qu'on a fait pour atteindre cet objectif d'ouverture à des profils qui n'avaient pas accès, mais on vend de la prestation de services intellectuels à des entreprises. Donc on a besoin d'associer nos clients dans la démarche, et globalement que tout le monde œuvre pour une société plus inclusive. On a également besoin de travailler pour sourcer nos collaborateurs avec des associations, avec les universités, pour avoir des profils différents. Et donc si on souhaite atteindre cet objectif d'avoir une entreprise et une économie plus durable, plus responsable et plus inclusive, il faut qu'on travaille tous ensemble, autrement on n'y arrivera pas. Juste pour bien comprendre, quel est leur rôle concrètement à ces parties prenantes dans votre gouvernance? Aujourd'hui, c'est un comité qui se réunit trimestriellement, qui qui interroge l'entreprise sur nos grands objectifs. Donc aujourd'hui, on a 5 objectifs qui sont inscrits dans nos statuts, sur l'inclusion, sur l'insertion dans les territoires, sur l'environnement, et à qui donc on reporte sur notre performance et qui a un réel pouvoir aujourd'hui vis-à-vis du management et des actionnaires, donc qui émet un rapport annuellement sur est-ce que l'entreprise s'est réellement dotée des moyens et quelles sont les mesures mises en place par l'entreprise pour atteindre ses objectifs. Et ça peut être très contraignant, mais je dirais c'est ce qu'on voulait. On voulait quand même se contraindre pour avancer rapidement. C'est contraignant parce qu'on pourrait perdre éventuellement la qualité d'entreprise à mission, donc avec un impact qui serait désastreux. Donc réellement, on a créé un organe qui associe nos parties prenantes dans la gestion de l'entreprise. Erika Cogne, peut-être vous voulez réagir sur ce point-là. Comment agir en synergie, par exemple, en tant qu'association avec des entreprises? Est-ce que c'est un modèle qui vous parle, qui vous intéresse, que vous voulez pratiquer? Oui, merci Virginie. Effectivement, nous, on est né Télémac de l'entreprise. C'était en 2005 Serge Wimbert qui avait décidé de créer Télémac et d'investir dans un programme à impact social. Aujourd'hui, on a plus de 200 entreprises partenaires. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une autre étape aujourd'hui que de construire des partenariats stratégiques et qui allient nos gouvernances. On le voit à l'ascenseur dont tu fais partie. On a créé le premier lieu de l'égalité des chances à Bastille. Et effectivement, dans notre gouvernance, on a également des entreprises, d'autres associations, les pouvoirs publics. Et je pense qu'on va pouvoir de plus en plus travailler également sur le sujet des gouvernances, des modèles économiques avec des temporalités différentes. Puisque je le vois sur le contrat impact social, notamment avec la Caisse des dépôts. Je sais que Mosaïque RH en a un, Télémac on en a un également de contrat impact social. On peut travailler sur un temps plus long, c'est-à-dire le temps d'un investissement et de la rentabilité de l'investissement. Alors ça, c'est des sujets aussi où on commence à venir, nous acteurs associatifs, et avec l'État et avec des investisseurs financiers. C'était un des sujets de la table ronde. Donc voilà, pour mesurer notre impact, trouver le bon temps de la mesure d'impact et avoir en même temps une certaine forme de rentabilité financière de ces investissements sociaux. John Lipfeld, directeur marketing d'Eventmaker, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce thème? La synergie avec les écoles, c'est évident. La synergie avec les associations, oui. Il y a plein de manières de créer des synergies avec les associations. On a eu une initiative lors d'un événement récemment. On a trouvé une start-up qui vient de se lancer qui s'appelle Captain Cause. L'idée, c'était de remplacer les goodies sur un événement professionnel et d'offrir à nos clients, à nos prospects, une petite carte, qui est une carte de dons. On a choisi des associations pour lesquelles on voulait abonder pour les soutenir. Et donc, c'est nos équipes opérationnelles qui ont choisi de supporter des causes notamment d'inclusion et de parité. Et on laisse évidemment nos clients et nos prospects choisir laquelle des associations va bénéficier du don. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a plein de manières finalement de pousser des initiatives, qu'elles soient avec des institutionnels ou des toutes petites choses comme ça dans le quotidien, parce qu'en vérité, il ne s'agit pas d'une grande initiative, mais c'est plus un état d'esprit général. Et le digital aide énormément à créer des synergies sans que ça soit compliqué. Voilà.
Oui, c'est un très bon exemple que je connais bien parce que c'est l'un des anciens de Viens voir mon taf qui a cofondé Captain Cause. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de prendre la main des entreprises pour leur flécher des causes quand elles veulent investir ou faire des dons. Et c'est une excellente idée, effectivement. Ce que vous disiez aussi, Caroline Costa-Savelli, après bien sûr vous me dites si vous voulez réagir et je vous passerai la parole naturellement, c'est que ce qui est très très important, c'est également bien sûr ce que vous m'avez dit tous, beaucoup d'entre vous sur ce thème, c'est la formation des recruteurs et des managers qui est essentielle dans cette synergie pour inclure les jeunes. Oui, parce qu'on est beaucoup sollicité par de nombreuses entreprises qui ont vraiment une conscience de l'importance de ces problématiques-là et qui portent de beaux projets. Il y en a dans la salle aujourd'hui. On travaille Monoprix, Maison du Monde, Lacoste et bien d'autres. Je pourrais en citer beaucoup. Après, la vraie difficulté, donc les projets sont portés en RH, etc. La vraie difficulté, c'est effectivement les gens qui sont sur le terrain, le rôle du maître d'apprentissage, du tuteur ou du manager de proximité, qui est déjà, alors on travaille beaucoup dans le secteur du commerce, mais parfois déjà sous l'eau, en sous-effectif, débordé, etc. Et comment il accueille, il intègre et recrute un jeune qui n'est pas immédiatement opérationnel. On est sur de l'apprentissage, donc alors ils évoluent très vite quand ils sont correctement accompagnés, mais au démarrage, ils sont parfois loin. Puis après, comment on accueille des jeunes qui sont très loin de l'attendu, qui n'ont pas tous les codes, qui nécessitent beaucoup d'accompagnement. Donc comment on valorise ces managers de proximité, comment on les accompagne, comment on les forme. C'est des vraies questions sur lesquelles il y a encore pas mal à faire. Oui, Donna Martin, vous vouliez réagir parce que vous parlez aussi peut-être de la Caisse des dépôts en tant qu'employeur. Alors, je peux commencer par la Caisse des dépôts en tant qu'employeur, parce que j'aimerais bien après rebondir aussi sur la Caisse des dépôts en tant qu'investisseur, en tant que groupe financier public, qui a des actions à la fois sur le développement économique, social, territorial du pays et qui agit justement avec toutes les parties prenantes, entreprises, associations. Peut-être oui, effectivement, sur notre, là je vais prendre ma casquette RH, sur notre approche d'employeur responsable, c'est un enjeu pour nous que de travailler sur cette logique d'égalité des chances et de travailler sur des parcours d'accès, certes, mais ensuite aussi des parcours de déroulement au sein des entreprises. On a récemment signé, début novembre, un nouvel accord social, parce que dans les parties prenantes, il y a aussi les partenaires sociaux à embarquer dans l'affaire, qui nous amène à vraiment travailler sur cette double approche du parcours, de l'accès, et ça passe aussi par la formation. Le deuxième axe fort en la matière pour nous, c'est aussi le volet alternance, parce que pour nous, l'apprentissage, on en fait un de nos premiers viviers de recrutement, qui ne doit pas être le seul. On veut aussi vraiment avoir un impact fort en matière d'accès des jeunes de moins de 30 ans. Et donc là, les espaces de rencontre comme aujourd'hui, moi je pense que c'est un enjeu essentiel puisque c'est ces moments de captation, de rencontre qui nous permettent ensuite de transformer l'essai là où parfois il peut y avoir des rencontres qui se font plus difficilement. Donc je pense que là aussi, l'enjeu de travailler de manière croisée, mutuelle, association, entreprises et en mettant au cœur les logiques du recrutement sont vraiment indispensables. C'est vrai pour l'apprentissage pour les jeunes et je ferai un zoom sur la politique d'inclusion au regard des personnes en situation de handicap pour lequel il faut qu'on ait aussi une action particulière. Je travaille moi plus avec le FIPHFP en tant qu'établissement public, mais je pense que vous rebondirez aussi, monsieur. On travaille là par exemple avec un axe fort autour du handicap invisible et notamment du handicap psychique qui est parfois un handicap plus difficile à aborder en entreprise. On a notamment un très beau partenariat avec une association qui s'appelle le Clubhouse, qui réunit des personnes porteurs de handicap psychique et pour lesquelles nous travaillons y compris sur des entretiens, des speed meetings. Et voilà, je pense que là aussi, la force de la rencontre et des synergies croisées avec chacun, ce que l'on peut apporter dans l'échange, nous permet de transformer l'essai et de travailler vraiment sur cette logique de politique inclusive, si tant est qu'elle soit vraiment portée au plus haut niveau. Et donc nous, on avait la chance d'avoir notre DG tout à l'heure présent aussi au sommet, qui a rencontré des jeunes, qui leur a parlé de la caisse, qui leur a, je crois, aussi donné envie. Charge à nous maintenant de transformer l'essai. Est-ce que vous avez un exemple justement sur la façon d'inclure des personnes en situation de handicap psychique ? Mais là-dessus, on a vraiment travaillé du coup sur des accompagnements individuels et collectifs. Je pense qu'il y a un enjeu majeur d'acculturation collective. Je reprends les propos de Saïd Amouche tout à l'heure sur se défaire chacun de nos biais négatifs. Je pense qu'on a des biais qui sont ancrés tous autant que nous sommes. Et donc, par le travail de l'acculturation, de la compréhension
et des individuels et des collectifs, on arrive à gagner ensemble. Et puis un enjeu, je pense aussi, c'était évoqué par certains précédemment, sur la ligne managériale. Il faut aussi qu'on sache travailler sur du management inclusif et puis plus globalement le management de la diversité. Je pense qu'on a encore un petit peu de chemin à faire là-dessus. Christophe Roth, justement, la formation, notamment des managers, enfin des recruteurs de manière générale, parce qu'on a parlé beaucoup de diversité de façon très générale, mais pour les personnes en situation de handicap, c'est aussi un point qui, pour vous, est primordial. Oui, c'est primordial et il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites par les différents intervenants. Moi, je crois beaucoup au maillage pour tous et avec tous. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire très clairement que pour avoir une société égalitaire, une société d'égalité des chances, c'est travailler avec les services de formation, les services de santé au travail, avec notre partenaire FIPHFP, le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans les 3 versants de la fonction publique, travailler avec les entreprises et bien sûr travailler avec les associations qui sont des représentants de différents types de handicap. Bien évidemment, s'associer avec les pouvoirs publics pour impulser une dynamique. Et le cœur du réacteur, si je peux m'exprimer de cette façon, ce sont les délégations régionales de la GFIP qui sont au plus proche du terrain, au plus proche des réalités et au plus proche des besoins des entreprises. Les entreprises ont besoin de talents, de compétences. Aujourd'hui, ce que je peux indiquer, c'est que les choses bougent. Les indicateurs sont plutôt au vert. Il y a par exemple le taux de chômage des personnes en situation de handicap qui n'a jamais été aussi bas depuis les 10 dernières années. Nous sommes passés de 19% en 2017 de taux de chômage de personnes en situation de handicap à 13% aujourd'hui. C'est quand même, je dirais, un chiffre qui est à noter. Bien sûr que le taux de chômage dans sa globalité est à 7,4% et il baisse également. Mais ce qui se traduit en réalité, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, on voit en permanence sur les job boards, que ce soit de Pôle emploi, le job board bien de la GFIP, les entreprises cherchent à recruter. Les entreprises ont évolué au niveau de la culture, de la prise en compte du handicap, de la diversité, de l'égalité des chances dans leurs différents domaines et elles cherchent des compétences, des talents. Aujourd'hui, par exemple, sur le job board de la GFIP, plus de 200 000 offres d'emploi sont ouvertes. Et puis, très clairement, nous avons un conseil d'administration à la GFIP qui n'est pas hors sol, puisque c'est les représentants des entreprises avec le MEDEF-CPME, les confédérations syndicales représentatives du monde du travail, les associations qui représentent les différents types de handicap et les personnes qualifiées désignées par l'État. Et on travaille en partenariat très régulier avec le FIPHFP, que je connais très bien, puisque j'étais l'ancien vice-président du FIPHFP. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à noter? Il y a à noter, en fin de compte, des besoins dans les entreprises, des métiers en tension, le numérique, l'hôtellerie, la restauration, le transport. Et nous apportons en fin de compte à travers des partenariats qui sont construits dans les territoires, mais aussi au niveau national, eh bien, l'équipement nécessaire pour accompagner les personnes en situation de handicap, qu'elles soient jeunes, pour être inclus dans un premier métier, ou pour être maintenus en emploi, parce que le vieillissement au travail est une réalité qu'il faut prendre en compte. Alors justement, très concrètement, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui marche dans l'accompagnement des entreprises, des recruteurs pour inclure des personnes en situation de handicap? Mais ce qui marche en réalité, c'est quand le jeune en situation de handicap, il a l'envie de mettre en avant ses compétences, ses talents. Moi, je vois bien à travers l'enquête AGFIP-IFOP qui s'est déroulée dernièrement, il y a une quinzaine de jours. Qu'est-ce que dit cette enquête IFOP que je vous invite tous à vous autosaisir? Elle est en open libre. Eh bien, elle dit que une personne qui est en situation de handicap, qui est au travail, pour plus de 67% d'entre elles, quand elles sont au travail, ça se passe bien. Oui. Dès l'instant où le collectif... Du point de vue des recruteurs, qu'est-ce qu'il faut travailler pour justement faire en sorte que les biais disparaissent? Pour que les biais disparaissent, il y a un sujet qui est majeur. Le sujet qui est majeur, c'est qu'on a tendance à faire des raccourcis avec handicap, personnes à mobilité réduite ou personnes avec handicap visible. Or, comme l'indiquait Madame, eh bien, le sujet qui nous préoccupe, ce sont les handicaps non visibles. Plus de 80% des handicaps ne sont pas visibles. Et en l'occurrence, les troubles psychiques, cognitifs et mentaux sont des vrais sujets. Et pour ce faire, nous avons des partenariats, nous avons des équipes qui sont à disposition. Les partenariats, comme l'a indiqué, c'est Club Arim, Club House, Messidor, et travailler sur
stopper les préjugés en indiquant qu'une personne a un trouble psychique est une personne dangereuse pour le collectif ou une personne qui peut perturber la production de l'entreprise, eh bien, ce sera du gagnant-gagnant et chacun pourra avoir sa juste place avec ses compétences, ses talents, sa production dans l'entreprise. Caroline Costa-Savelli, vous voulez réagir là-dessus? Vous avez des exemples justement de... Oui, c'est effectivement, et d'où l'importance de ce genre d'événement, c'est comment tous ensemble on prend cette conscience, on l'a déjà dit, on prend conscience du regard qu'on porte sur les différences et comment on change un peu cette donne. Alors, oui, une petite histoire, parce qu'on vient avec le préjugé de nous, quand on voit un jeune arriver avec la casquette, le pantalon un peu bas, etc., voilà, on va mettre une étiquette, et puis quand on voit arriver des gens, parce qu'on accueille beaucoup de gens qui ont des troubles de l'apprentissage 10, etc., qui ne peut pas faire une phrase sans faire 10 fautes d'orthographe, on a du mal à imaginer qu'il est intelligent. Voilà. Et juste une petite histoire, il y a quelques années, on a intégré un jeune homme qui est venu passer son bac pro chez nous après des années de scolarité un peu compliquées, parce qu'effectivement, une grosse dyslexie. Il passe son bac plus 2, on l'intègre en tant qu'apprenti au service communication du CFA auquel je travaille. Donc communication, il est 10, c'est ça? Et il est 10, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire une phrase sans faire 10 fautes d'orthographe. Et puis, il se révèle excessivement performant, avec une créativité incroyable, avec des 3 milliards d'idées à la seconde et des idées qu'il met en place, avec une capacité à embarquer les gens, etc. Donc des formes d'intelligence exceptionnelles, différentes de ce qui avait pu être vu en termes de scolarité. Et puis aujourd'hui, il a pris la direction de la communication du CFA. Il y a tout un tas d'entreprises qui ont cherché à le débaucher et il a trouvé des aménagements par rapport à la problématique de l'orthographe. Donc c'est comment juste on pose un regard différent sur la différence. Voilà. Des aménagements, juste pour l'anecdote. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui gère mes réseaux sociaux, donc il écrit à ma place. Il n'y a jamais une faute d'orthographe, donc il trouve les moyens de faire en sorte de pouvoir écrire à ma place, alors qu'il y a une grosse dyslexie. Et parce qu'il a trouvé un environnement où il est en confiance et où le regard sur lui est différent, parce qu'on a reconnu toutes ces autres formes d'intelligence qui sont exceptionnelles. Gonelle Martin, vous vouliez réagir? Je trouve que le mot de croiser les regards, c'est ce que je retiens de cette notion de synergie qui est un peu le cœur de notre sujet. Ça faisait écho finalement plutôt au début aussi de notre table ronde sur la capacité à porter ces projets, à les voir être accompagnés. Ce que vous disiez aussi, Madame, sur les programmes nationaux. Du coup, dans l'action de la Caisse des dépôts et du groupe Caisse des dépôts, on va être sur des logiques de développement territorial de tous les territoires, des porteurs de projets qui sont dans tous les territoires, qu'ils soient urbains, ruraux, qui soient en quartier politique de la ville. L'idée étant de réussir à chaque fois à croiser les regards en mettant dans le tour de table différentes parties prenantes, publiques, privées, associations, entreprises, et de créer les conditions de la capacité à agir ensemble en fonction de là d'où on est. Un petit exemple, par exemple dans le programme Action Cœur de Ville, dont vous avez sans doute entendu parler sur la redynamisation des villes moyennes à l'échelle française. La Caisse des dépôts a accompagné, par exemple, la ville d'Angoulême, et donc dans une approche complètement englobante, si vous voulez, où il s'agissait de partir des friches industrielles de la ville, de comprendre que l'identité de la ville, c'était l'action autour de l'image. On connaît tous le festival de BD d'Angoulême, et de mettre dans ces friches industrielles des entreprises, des jeunes étudiants autour d'une école de l'image, et au-delà de ça, d'avoir un financement avec des investisseurs, et notamment investisseurs publics engagés comme la Caisse des dépôts, qui du coup joue un peu le rôle de tiers de confiance, comme on dit, investisseurs avisés. Et derrière ça, on a du coup créé 700 emplois nets, y compris donc pour ces jeunes qui ont pu rester en local, mais qui étaient issus des quartiers de cette ville, et qui derrière ont pu proposer, de par leurs idées, leurs projets, une intervention sur leur propre ville, et donc contribuer à sa redynamisation. Pour poursuivre sur ces exemples très parlants, je voulais redonner la parole à Arnaud Naudan sur justement ce que vous faites, vous, chez BDO France, concrètement, pour inclure, pour l'inclusion. Oui, alors le premier chantier qu'on a lancé, c'était le sujet du recrutement. Je pense que je disais, nos cabinets ont globalement reproduit les mêmes générations d'auditeurs, de consultants. Et donc, quand on a souhaité ouvrir l'entreprise à des profils qui n'y avaient pas accès, il a fallu qu'on cherche comment est-ce qu'on parlait de biais dans les recrutements. Nos recruteurs sont des êtres humains, ils ont tendance à privilégier certains parcours, ils ont des préjugés. Donc on a voulu transformer complètement ces process. Donc on sait d'ailleurs, et je pense que c'est l'intérêt d'un sommet comme le sommet de l'inclusion, l'année dernière on était présents et on a fait la rencontre d'une société avec laquelle on est en train de travailler, de tester une solution donc, qui nous permet de tester les soft skills des collaborateurs. Un des objectifs d'ailleurs de la mission, c'est de favoriser les potentiels des collaborateurs.
Historiquement, on essayait de tester les compétences techniques, mais enfin, qu'on soit honnête, un collaborateur, un jeune qui vient juste de sortir de l'école, techniquement, il a aucune compétence. Donc, je dirais, c'était curieux qu'on cherche à estimer cette compétence-là. En revanche, ce qui permet le succès dans un poste, c'est plutôt l'empathie, la capacité de travailler en équipe, l'écoute, donc finalement des soft skills. Donc on est en train de transformer complètement le process. Donc un collaborateur, demain, quand il postulera chez BDO, il créera un compte dans l'espace carrière et il aura un parcours de 45 minutes de jeux vidéo. Donc c'est l'association d'un ancien gamer avec une chercheuse en sciences cognitives et qui a développé donc un parcours de jeux de vidéo et qui permet de sortir un score d'adéquation du potentiel du candidat avec le poste pour lequel il postule. Et ça nous donne un score et donc ça permet de lever la première barrière à l'entrée qui était est-ce que la personne a fait la même école que le recruteur et donc a eu un parcours entre guillemets classique pour un cabinet de conseil. Donc ça c'est la première mesure, on en attend beaucoup et on pense qu'effectivement ça nous permettra aujourd'hui de considérer des candidatures qui n'auraient jamais passé le cut du site internet si on n'avait pas implémenté cette mesure. Je pense une deuxième mesure qui a un réel succès pour le coup sur un de nos métiers et qui est un bon exemple de collaboration entre des associations Pôle emploi et des organismes de formation sur l'un de nos métiers. On est allé chercher des personnes qui étaient en chômage de longue durée et on a travaillé avec l'entreprise IGS qui je pense était là aujourd'hui. Oui, Caroline Costa-Savelli est ici, elle est présente. Et qui effectivement nous a permis de former des personnes à nos métiers et à la fin de leur offrir un CDI sur l'un de nos métiers. Et c'est un réel succès et c'est des personnes que clairement on n'aurait pas intégrées si on n'avait pas participé à ce sommet. John Lipfeld, ça fait écho aussi aux pratiques de votre groupe Eventmaker et je crois surtout de la société qui vous rejoint. Alors nous, on a rejoint un groupe qui s'appelle InfoPro Digital. Voilà, on est une petite société, mais on a rejoint un groupe de 4000 personnes. Il y a deux piliers. Il y a effectivement les enjeux de recrutement. Il faut casser ces biais et les processus de recrutement, les adapter à ces nouveaux enjeux. Le deuxième gros enjeu, c'est la formation, parce qu'effectivement, on a tendance à lier les sujets de recrutement et les pratiques de recrutement au management. Or, aujourd'hui, le management, il peut être très opérationnel à toutes les strates de l'entreprise et ce n'est pas forcément le grand manager du CODIR, du COMEX, etc. qu'il faut former. Évidemment, c'est important parce qu'il y a beaucoup de reproduction des élites dans ces milieux-ci. Maintenant, c'est aussi important de former tous les collaborateurs parce que dans un processus de recrutement, de toute manière, il y a du management dans les équipes opérationnelles et les biais sont partout. Ils ne sont pas juste sur le blanc qui a 40 ans et qui a fait HEC. Le biais, il est dans tous les domaines. Il faut casser ces discriminations. Et je pense que c'est assez intéressant d'avoir un motto RH dans les entreprises en fonction de sa situation, en fonction de son historique, en fonction de son activité. Moi, j'ai tendance là à pousser quelque chose, je suis récent dans l'entreprise, mais c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Je ne fais que répéter, recruter des gens qui ne vous ressemblent pas. Voilà, c'est un départ. Si vous recrutez des gens qui ne vous ressemblent pas, déjà vous cassez beaucoup de discrimination et ça vaut pour toutes les personnes de toutes les strates de la société. Une phrase qu'il faut garder en tête, c'est lutter contre les clones, c'est ça, dans les équipes. Ça ne veut pas dire lutter contre la cooptation, attention. Hein. Ouais. On peut être dans une logique de cooptation si vous cooptez des gens qui ne vous ressemblent pas forcément. Alors ça veut dire quoi ça par exemple ? Ça veut dire qu'il faut trouver quand même des valeurs communes entre les candidats et votre équipe et votre société. Je ne sais pas si la valeur commune c'est l'innovation et que vous cherchez des candidats qui sont très portés sur l'innovation, évidemment vous en faites quelque chose, un critère très important dans votre recrutement. Maintenant, la personne qui fait de l'innovation, elle peut être foncièrement différente avec un background culturel, une éducation, un parcours qui fait que finalement, vous pouvez la recruter à Rennes avec un bac plus 2 alors que vous aviez l'habitude de recruter à Paris un bac plus 5. Il nous reste quelques minutes. Je vais donner peut-être le mot de la fin à Erika Cogne pour que vous nous disiez, dans votre expérience avec beaucoup d'entreprises, mais en tant qu'association Télémac, pour vous, quels sont les bénéfices d'agir en synergie ? Qu'est-ce que vous voyez de plus frappant dans le résultat de ces synergies ?
Justement, on vient de faire une étude d'impact à l'ascenseur que je représente aujourd'hui. On s'est dit que le nerf de la guerre, c'est quand même de déployer nos projets et d'avoir des moyens financiers pour le faire. Et donc, au-delà du fait que nous développons des compétences communes, que nous renforçons la qualité de nos actions d'accompagnement auprès des bénéficiaires sociaux, finalement, on arrive à monter des projets ensemble, à faire des levées de fonds communes. Alors, deux exemples. Sur le mentorat, on a quand même levé 30 millions d'euros pour créer une politique publique, donc un jeune, un mentor. Et puis là, on a déposé des appels à projets en commun sur ces sujets. Et puis, on arrive à faire, comme aujourd'hui, plaidoyer commun pour faire de l'inclusion une évidence, de l'égalité des chances, un combat de société. Et je pense que d'un temps où on était tous en silo, on arrive vraiment à faire un plaidoyer et une levée de fonds commune. Il y a évidemment des bénéfices aussi pour les entreprises. Vous le disiez dans les critères de recrutement. Vous me disiez tout à l'heure aussi que c'était très important, évidemment, pour les générations qui viennent, de sentir qu'il y a cette alliance, cette synergie entreprise-association et qu'on fait quelque chose de bon pour la société en plus de son travail quotidien. Merci beaucoup. Vous voulez ajouter un tout petit mot? Il nous reste quelques secondes. Juste pour dire que la diversité, c'est source de richesse, c'est aussi de performance. Et que ça, on ose peut-être plus le dire aujourd'hui, mais je pense qu'il faut aussi oser le porter comme tel et que c'est valable qu'on soit dans le secteur public ou privé. Vraiment, c'est un enjeu clé de performance collective. Merci beaucoup à tous et à toutes. On va revenir justement sur cet enjeu dans le public. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Virginie. On revient dans quelques minutes, juste après ce micro-trottoir réalisé pour le sommet de l'inclusion. On a interrogé les gens dans la rue sur leur perception autour de l'égalité des chances en matière d'emploi. Ça s'appelle parlons-égalitedeschances.fr. On écoute les réponses, on se retrouve juste après. Comment les aider? Déjà, il y a des associations et des forums qui sont faits pour ça. Dans le 93 d'autres, il y a énormément d'associations qui viennent en aide aux jeunes qui n'ont pas forcément d'emploi. On pourrait vraiment opter pour un meilleur cursus pour les accompagner vraiment dans l'accompagnement des CV, des lettres de motivation. Leur donner plus accès à des grandes études plutôt que seulement des études à la fac. Nous, dans notre école, par exemple, ce qui nous aide, c'est qu'on a dès la première année des stages jusqu'à la 5e année. Ça nous permet d'être vachement professionnalisés, de savoir vraiment concrètement ce à quoi le monde du travail ressemble. Il faut plus parler d'orientation au moment du collège et du lycée parce que souvent, il y a des jeunes qui se retrouvent en filière générale alors qu'en fait une filière pro là, aurait été plus adaptée pour eux. Et c'est juste dû à un manque de connaissances. Ils pensent que la voie la meilleure c'est la voie générale alors qu'en fait pas du tout. Et vous, l'inclusion économique, vous en pensez quoi? Nous comptons sur vous. Chaque avis et chaque idée compte. Connectez-vous jusqu'au 29 novembre inclus sur parlons-égalitedeschances.fr. Arrêter de juger sur le physique. Je pense qu'une entreprise devrait aujourd'hui s'informer à travers des formations peut-être pour savoir qu'est-ce qu'il lui faut dans son entreprise. Pour essayer de mettre en place des choses qui pourraient aussi aider les salariés de l'entreprise. Ce qui sera intéressant, c'est de demander des CV où par exemple on envoie un cas pratique. Donc les gens vont juger sur ce qu'on a envoyé comme travail. Et on pourrait mettre, à la place de mettre des photos, on pourrait mettre des emojis. Mon idée, du coup, ça serait que les entreprises mettent en place des CV anonymisés, donc par exemple sans photo et sans nom, et basés du coup exclusivement sur les compétences des candidats. Une des actions prioritaires, ce serait sur le recrutement. Par exemple, je sais qu'en France, il y a beaucoup de CV qui se font sur le sexe, l'adresse et les photos des gens. C'est fédérer tout le monde autour d'un même sujet et de comprendre ce sujet parce que je pense qu'il faut d'abord comprendre avant d'agir. Ouais, et parce que si on agit sans comprendre, on agit mal. Et du coup, c'est peut-être au cours de formation, de démonstration, aller peut-être dans des entreprises ou voir des cas d'entreprises où ça marche déjà. Voilà, peut-être se dire, écoutez, ça marche, donc pourquoi nous on n'essaierait pas d'autre côté quoi. Et vous, l'inclusion économique, vous en pensez quoi? Nous comptons sur vous. Chaque avis et chaque idée compte. Connectez-vous jusqu'au 29 novembre inclus sur parlons-égalitedeschances.fr.
Pour moi, quand on parle d'égalité des chances en matière d'emploi, directement, je pense à l'inclusion sociale. Quelquefois, il y a peut-être des patrons, c'est encore trop vieux jeu. Aussi, on peut avoir de la discrimination tout simplement au niveau des tatouages. Pour certains employeurs, être tatoué, ça ne renvoie pas une bonne image. Une personne qui a plus d'argent peut peut-être avoir des études plus développées. Par exemple, les gens qui sont plus favorisés peuvent être dans des plus grandes écoles. Moi, je pense qu'aussi, ça joue de là où on vit, de la chance qu'on a de vivre sur une grande ville ou non. Et c'est surtout aussi aujourd'hui la nationalité qui peut jouer, entre guillemets, je pense, par rapport aux discriminations sur les CV, plein de choses aujourd'hui qui sont courantes. Et vous, l'inclusion économique, vous en pensez quoi? Nous comptons sur vous. Chaque avis et chaque idée compte. Connectez-vous jusqu'au 29 novembre inclus sur parlons-égalitédeschances.fr. Quand responsabilité rime avec exemplarité. Alors en tant que premier employeur de France, évidemment, la fonction publique joue un rôle essentiel en matière d'égalité professionnelle, d'égalité des chances, d'inclusion sur tous les territoires, de tous les publics. Et pour en mesurer tout l'impact, je vous demande de bien vouloir accueillir Monsieur le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guerini. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous et merci pour votre accueil. Monsieur le Président, je le cherche des yeux, cher Saïd. Mesdames et messieurs, on me dit qu'il arrive. Je suis ravi de vous retrouver ce soir ici à Bercy pour ce sommet. Le voilà, Monsieur le Président. Je voulais te saluer, mon cher Saïd, et te remercier pour cette invitation. Je voulais vous dire que c'était pour moi une évidence de venir participer à ce deuxième sommet de l'inclusion économique. Bon, j'ai réalisé en venant que je passais juste après Joy Star. Donc, comment vous dire, vocalement, je chercherai peut-être pas à rivaliser, mais je vais essayer de vous dire deux, trois choses. D'abord, pour vous remercier chaleureusement, vous toutes et tous réunis ici ce soir. Te remercier, cher Saïd, de ton invitation, d'avoir permis de rendre possible ce moment qui nous réunit tous, et de vous dire que le nom que vous avez donné à ce sommet, Agir avec impact, moi, il me parle particulièrement. Et j'aime cette idée-là. Agir avec impact, c'est ce que vous faites tous les jours au sein de la Fondation Mosaïque, avec l'ensemble des actions qui peuvent être menées, le travail quotidien. Mais agir avec impact, ça pourrait aussi être le nom d'une feuille de route d'un ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Moi, je veux vous dire résolument que le sujet de la diversité, je veux le prendre sous l'angle de l'efficacité. Bien sûr que c'est un impératif pour transformer notre société, pour nous battre au quotidien, pour renforcer l'égalité des chances, mais aujourd'hui, c'est un impératif pour rendre notre fonction publique plus efficace. Je vais vous dire les choses très directement. Je crois qu'une fonction publique qui ne représente pas, qui ne ressemble pas à la société qu'elle est censée servir, c'est une fonction publique absolument désarmée. Et je crois que c'est ça l'enjeu clé, le défi qu'on a à relever quand, on le sait, le défi de l'attractivité est le défi numéro 1 pour les employeurs privés comme pour le premier employeur du pays, vous l'avez rappelé, en tant que ministre de la fonction publique. Et on pourrait penser que la fonction publique est totalement exempte des sujets de discrimination, de biais à l'embauche. Après tout, on a des concours, on a des grades, on a des échelons, on a des catégories, on a un système de rémunération qui pourrait laisser penser qu'il y a une méritocratie parfaite et aucun biais quand il s'agit de la fonction publique. Mais je crois que se donner une ambition de pouvoir agir, c'est d'abord de porter un regard lucide sur l'existant. Et quand on regarde lucidement les choses, je l'ai fait, j'ai commandé une étude, professeur Lorty, avec l'ensemble des chercheurs de l'université Eiffel, et je leur ai demandé de s'intéresser spécifiquement aux effets respectifs de l'origine, de l'adresse, sur les discriminations à l'embauche dans la sphère publique. Et les résultats, ils sont extrêmement marquants. Alors qu'on pourrait penser, je le disais, que la Constitution garantit l'égal accès aux emplois publics, les processus
de recrutement dans la fonction publique ne sont pas exempts de discrimination. Et je crois que c'est peut-être la première étape de dire les choses clairement. Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a des aides-soignantes qui ont été suivies par l'étude. Dans 57% des cas, la candidate portant un prénom et un nom à consonance dite française a reçu une réponse positive. C'était 43% pour les candidates qui portaient un nom et un prénom à consonance maghrébine. Et je crois que c'est extrêmement utile de pouvoir porter ce regard. Et depuis que j'ai été nommé ministre il y a quelques mois, j'ai multiplié les rencontres. On a passé du temps ensemble. J'ai rencontré beaucoup d'acteurs engagés sur ces questions de promotion de la diversité sociale, la diversité d'origine. Et toutes ces rencontres, elles ont renforcé pour moi une conviction: il faut agir sur différents leviers à la fois. Il n'y a pas une baguette magique pour renforcer la diversité chez les employeurs, qu'ils soient publics et privés, et vous le savez, je crois, de longue date. Et donc, je suis venu, avec un discours le plus concret possible, vous dire que je veux agir sur différents leviers et vous parler de 4 priorités que je souhaiterais pouvoir déployer. D'abord, mieux faire connaître la fonction publique, mieux faire connaître les métiers de la fonction publique, mieux faire connaître les dispositifs d'accès à la fonction publique, mieux former, mieux accompagner, mieux faire grandir, et puis continuer à mesurer. Je crois que c'est aussi un enjeu qui est un enjeu significatif. Premier enjeu, mieux faire connaître. Je vais commencer par une anecdote. Il y a quelques semaines maintenant, c'était le 15 septembre, j'ai rencontré au ministère, je les accueillais, un groupe d'une quinzaine de jeunes issus de la diversité qui, dans le cadre d'un programme qui s'appelle le programme Propulsion, qui est coporté par les Cordées de la Réussite et par la Fondation Mosaïque, on a eu l'occasion d'échanger avec ces jeunes-là, brillants, extrêmement bien formés, volontaristes et qui participaient à des sessions de coaching et de préparation au recrutement. Il y a un truc qui m'a marqué en échangeant avec ces jeunes, c'est que, y compris pour eux, qui avaient déjà beaucoup d'outils entre les mains, il y a des questions extrêmement basiques au fond sur les possibilités d'accès à la fonction publique qui n'étaient absolument pas claires. La simple question de savoir est-ce qu'on est obligé de passer des concours pour accéder à la fonction publique. Le fait de connaître l'existence de voies de recrutement par le contrat qui permettent de mettre un premier pied dans la fonction publique et puis ensuite, par la suite, de passer des concours. Tout cela n'était pas clair. Deuxième élément qui ressortait de ces échanges, ils me le disaient toutes et tous dans ce groupe-là. Il n'y a pas assez de profils qui leur ressemblent dans la fonction publique. Elle n'en est pas complètement absente, évidemment, mais la question du mentorat, la question des rôles modèles dans la fonction publique, c'est parfois sous-estimé quand on connaît mal les sujets. Mais je crois en réalité que c'est un levier absolument majeur. Donc on doit évidemment mieux faire connaître les dispositifs d'accès et la fonction publique tout court. Je porterai au début de l'année 2023 une grande campagne de communication autour de la marque employeur, choisir le service public pour mieux faire connaître les métiers, les 600 métiers qui aujourd'hui constituent les possibilités de carrière dans la fonction publique. Je voudrais prendre un premier engagement avec vous, c'est que cette campagne de marque employeur, on puisse la co-construire ensemble, avec la Fondation Mosaïque, avec l'ensemble des associations qui sont engagées pour promouvoir la diversité. Et que cette campagne soit déjà une campagne où les agents publics, qu'on puisse mettre en avant ce que nous pourrons montrer de la fonction publique, ressemble à la France et soit ouverte à la diversité. Je voudrais ensuite vous faire une deuxième proposition. C'est qu'on puisse continuer à agir très concrètement pour créer des occasions de rencontres. Je t'ai marqué il y a quelques instants de voir le formidable boulot qui a été fait pour créer, à travers ce forum, des occasions de rencontres entre les employeurs privés et des jeunes, des moins jeunes aussi. C'est vraiment le constat que j'ai fait en me baladant dans les allées, qui sont à la recherche d'opportunités. Je vois qu'il y a quelques établissements publics qui participent. J'ai vu la PHP, j'ai vu la Caisse des dépôts, mais à mon goût, je n'ai pas vu assez de ministères, d'établissements publics au sens large qui pouvaient présenter les métiers de la fonction publique. Et donc, nous devons avancer et mettre en place un job dating digne de ce nom, avec des rendez-vous. Des initiatives ont été portées, elles ont été jusqu'à présent virtuelles, c'était le Covid, il y avait toutes les bonnes raisons pour ça. Je vais vous le dire très clairement, on ne peut plus attendre et donc nous devons
mettre en place un rendez-vous annuel autour d'une grande occasion de job dating. Et je vais ajouter un point. Ce rendez-vous, nous devons l'honorer avant la fin du premier trimestre 2023 et le faire non seulement à Paris, mais dans l'ensemble des territoires. Je crois qu'on ne peut pas ni avoir de barrière d'origine, ni avoir de barrière géographique quand on a plus de 50 000 jobs ouverts sur la place de l'emploi public qui deviendra demain choisir le servicepublic.fr. Et donc, c'est le deuxième engagement que je voulais prendre avec vous. Je parle de nos campagnes et également de nos sites internet de recrutement. On le sait, on a identifié ensemble ces enjeux. Il nous faut mieux automatiser les transmissions des jobs qui sont proposés sur les différents sites. Et donc, engagement pris de renforcer considérablement les liens entre la plateforme d'emploi de la fonction publique et la plateforme Mosaïque Talent. Ce sont des sujets extrêmement concrets, mais je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir continuer à avancer ensemble. Je disais mieux faire connaître, j'ai cité aussi l'objectif de mieux former. Je serai court, mais on le sait, lutter contre les stéréotypes, les biais d'analyse, c'est de pouvoir former les agents publics qui recrutent demain dans la fonction publique. Et donc, nous lancerons une campagne de renforcement très net de l'offre de formation à destination des employeurs RH, pour travailler là aussi, non pas sur des sujets théoriques, mais des sujets extrêmement concrets, les offres d'emploi, les entretiens à l'embauche, pour faire avancer concrètement ces sujets-là. Troisième enjeu, faire grandir, accompagner. On le sait, les enjeux autour du mentorat, ils sont absolument fondamentaux. On a pris des engagements dans le dernier quinquennat pour faire avancer les sujets d'égalité entre les femmes et les hommes. Ma prédécesseur a pris une initiative formidable en créant une promotion qu'elle a appelée Talentueuse. C'est un super programme destiné aux hautes fonctionnaires de mise en réseau. Bien, je prends un nouvel engagement devant vous. Il faut absolument faire évoluer ce programme. Soit on crée une nouvelle promotion Tous Talentueux, soit on transforme Talentueuse en Toutes Talentueuses. L'une des deux options, il faudra la lever ensemble, mais c'est un travail que je veux conduire avec vous pour nous donner toutes les chances de faire avancer ces questions de diversité. Et puis, je voudrais terminer par ce quatrième enjeu que j'ai mentionné, qui est de continuer à mesurer. Je mentionnais tout à l'heure l'étude qu'on a commandée, le professeur Lorty de la Fondation et de l'Université Eiffel, pour mesurer les choses. Nous devons faire en sorte que cette étude soit un rendez-vous récurrent. Nous avons besoin de photographie, mais nous avons surtout besoin de regarder le film, de savoir comment les choses évoluent. Nous en parlions avec Saïd il y a quelques instants. Il faut se fixer des objectifs pour pouvoir faire bouger les lignes, pour pouvoir avancer concrètement. Moi, je suis un ministre qui n'avait pas envie de faire des grandes citations ce soir, mais de prendre des engagements devant vous concrets pour l'efficacité de la fonction publique, pour faire bouger les lignes dans notre pays. Et je vois à votre regard que j'ai peut-être été trop long, mais j'espère néanmoins concret. Et je voudrais conclure en vous disant vive la fonction publique, vive la République et vive la France. C'est pas tout à fait votre dernier mot, Monsieur Guerini, Monsieur le ministre, parce qu'on va rappeler Saïd Amouche sur scène, le président de la Fondation Mosaïque, puisqu'il va se passer un truc, vous avez pris des engagements. Eh bien, vous, apparemment, cet engagement-là, il va se matérialiser, il va se symboliser ce soir par une signature très concrète d'une convention de partenariat entre, justement, votre ministère et la Fondation Mosaïque. Alors, elle dit quoi, cette convention? Très concrètement, il va se passer quoi grâce à vous? Alors, moi, je lis 3 millions d'euros dans 5 ans. Okay. C'est vrai que j'aurais jamais dû accepter cette... Ben si, c'est marqué noir sur blanc, là, regardez. Il faut toujours se méfier de ce qu'on signe en bas à droite. Mais... Non, c'est un plan d'action concret, en fait, qui a pour vocation d'accélérer et faire en sorte que la fonction publique soit à l'image, en fait, de la France, tout simplement. Eh bien, le voilà, cet impact. Agir avec impact. Merci à tous les deux. C'est bon, c'est signé. Vous avez vos paraphes, vos autographes sur le document. On immortalise évidemment cet instant et on en reparlera, bien entendu, dans quelques mois pour essayer d'avoir encore une fois un chiffre très concret, un impact très concret pour ces jeunes. Bravo à vous et merci, Monsieur le Ministre. Merci, Saïd Amouche.
Du coup, on part avec. Voilà, gardez-le bien précieusement, vous inquiétez pas, on va l'encadrer. Alors, il y a une autre transformation essentielle en termes de diversité et d'inclusion, c'est celle qui se joue au cœur des villes, dans les QPV. Les enjeux économiques et sociaux sont énormes, ce qui a conduit récemment le ministre de la Ville et du Logement à lancer un vaste chantier de quartiers résilients. Je vous propose d'écouter son message à votre attention. Regardez. Bonjour à toutes et à tous. Je ne peux pas être parmi vous aujourd'hui à Bercy, mais je tenais à m'adresser à vous à travers cette vidéo. Ce deuxième sommet de l'inclusion économique à l'initiative de la Fondation Mosaïque est placé sous le thème « Agir avec impact ». Il dit toute votre énergie, cher Saïd Amouche, à embarquer tout le monde pour agir plus fort et plus vite en faveur d'une société plus inclusive. Oui, il faut agir avec impact, car nos quartiers sont riches et fiers de leur diversité. La diversité est la résilience de ceux pour qui rien n'était acquis à la naissance. C'est leur force, c'est notre force. Nos quartiers sont riches de leurs talents et de leur diversité. Les quartiers populaires sont trop souvent vus comme un risque. Ils sont pourtant une chance, un levier déterminant pour atteindre le plein emploi. Cette ambition, elle prendra vie avec le projet Quartier 2030 voulu par le président de la République. Cette ambition a besoin de la mise en relation et du recrutement inclusif des jeunes des quartiers populaires. Je sais que la Fondation Mosaïque sera un relais précieux. Cette ambition a besoin d'un engagement des entreprises en faveur de l'inclusion. Je suis convaincu que les quartiers sont une chance pour l'entreprise et l'entreprise une chance pour les quartiers. C'est cette adéquation qu'il faut générer. Ensemble, décideurs publics et privés, agissons avec impact. Bougeons les lignes, accélérons l'inclusion et levons les blocages. Pour la cohésion nationale, pour l'économie, pour les habitants de nos quartiers, il faut redonner confiance dans notre pacte républicain, celui-là même qui permet à l'égalité des chances de se concrétiser et de devenir une égalité réelle. Je vous remercie.